Je m'appelle Annie. Nouvelle de Jehan Jean-Charles, Les Plumes du Corbeau, Jean-Jacques Pauvert, 1962. Nous étions mariés depuis un an quand Jacques m'a emmené visiter la maison qu'il avait héritée. Ce n'était pas loin de Paris, mais on quittait l'autoroute pour se trouver tout de suite dans un pays où nous devenions des étrangers. Jacques se rappelait mal le chemin. Il était venu une seule fois, par le train, et nous traversions des petits villages dont les habitants répondaient bizarrement à nos questions. Il faisait presque nuit. Nous étions partis après que Jacques ait vu un dernier client important. L'affaire était conclue, une grosse affaire qui allait rapporter beaucoup d'argent. Nous en avions moins à ce moment-là que plus tard, lorsque changea ma vie, et nous aimions l'argent pour ce qu'il représentait de voyages, de cadeaux, de confort supplémentaires. Nous sommes entrés dans un café-restaurant où le comptoir avait un dessus en étain. Quelques carreaux manquaient aux grandes fenêtres. Ils avaient été remplacés par des affiches 1900. Yvette Guilbert, avec ses longs gants noirs, Bruant, drapé dans son écharpe. Jacques et moi, nous nous poussions du coude, émerveillés. À cette époque, tout nous paraissait organisé pour notre seul plaisir. Et c'en était un de se trouver dans ce vieux café étrange où la vie s'était arrêtée quelques 50 ans plus tôt. Aucun des hommes accoudés au comptoir ne nous fit voir son visage. Leur nuque était broussailleuse sous le béret. Ils attendaient le coiffeur, qui officiait dans cette salle une fois par semaine. Il arriva et disposa sur une table voisine de la nôtre ses ustensiles. Un bol, un blaireau, un peigne édenté, de longs ciseaux, une tondeuse et aussi une grande fiole de sambon remplie d'un liquide brunâtre qu'il secouait largement sur la tête de ses clients. Les hommes admiraient, dans la glace ternie, leurs cheveux bien collés et répartis en crans réguliers que le coiffeur façonnait de ses doigts. À partir des oreilles, la peau restait nue et rouge. Le coiffeur mettait sans doute un peu plus de solennité qu'à l'accoutumée dans son travail. Sans nous avoir jeté un coup d'œil, il savait que nous le regardions, fascinés. Nous avons dîné d'un chou farci qui était très bon. Nous nous aimions à la folie. Bien que le patron du café ait vu notre voiture, il n'a pas augmenté son addition d'1 centime, et nous avons payé comme les autres. Mais tous ceux qui étaient présents attendaient notre départ, avec une impatience que l'on sentait grandir, pour pouvoir parler de nous, demander au patron qui nous étions et ce que nous pouvions bien chercher chez eux. Le patron savait déjà, puisque nous lui avions demandé notre chemin, que Jacques était l'héritier de Madame Baron, et Madame Baron
avait vécu longtemps dans le pays avant de léguer sa maison à son petit-fils. Elle était respectée et sans doute estimée. Nous avions donc une bonne introduction. Quand je suis descendu de voiture, au bout de la grande allée, tous les parfums du bois m'ont envahi, comme une musique. Mon Dieu, quel souvenir délicieux! Le chèvrefeuille insistait en violon solo, et tous les arbres le soutenaient de leurs basses. Dans la maison, ce fut pareil. Des générations successives avaient encaustiqué inlassablement les meubles et les carrelages. Une odeur de miel, mélangée à celle des greniers de mon enfance, m'a définitivement attaché là. Nous avons dormi dans un lit à baldaquin, où les draps au parfum d'herbe nous parlaient encore du jardin. Et nous nous sommes aimés souvent au cours de la nuit, que c'est loin. Le lendemain était un samedi de mai. La femme qui se chargeait de la maison, depuis la mort de Madame Baron, était dans la cuisine. Elle faisait griller du gros pain. Le lait avec une crème épaisse. Dans le café, elle mettait de la chicorée. Madame, c'est bon pour la digestion. J'ai vu une vieille femme très émue, un peu tremblante. Mais qu'a-t-elle vu en moi? Nous étions l'événement. Je crois que je lui ai plu ce jour-là. D'abord parce que j'étais très jeune, un peu intimidé, et qu'elle a dû comprendre mon souci de lui plaire. Elle est restée avec nous. Elle habitait au village, mais elle vivait seule, sans enfants, sans animaux. Et elle a vendu sa maisonnette pour venir s'installer dans la maison du garde, dès qu'elle a su que j'attendais un bébé. Nous n'avons pas beaucoup hésité non plus, Jacques et moi, pour vendre notre appartement de Paris et vivre complètement à la Bérouine. Mon ventre s'arrondissait, mais je n'étais pas fatigué. La vieille Morissette avait engagé Pauline, une fille du pays, brune et sèche, malgré ses 18 ans. C'était une excellente acquisition. Levée à 6 heures, Pauline s'activait tout le jour avec une énergie efficace qui nous changeait agréablement de nos domestiques parisiens, un couple de Portugais presque toujours inactifs. Je courais les ventes de la région où j'achetais des meubles qui ne plaisaient jamais à Morissette. Nous avions peu à peu relégué au grenier ceux que nous n'aimions pas. Morissette soupirait, mais elle n'essayait pas de me prendre en main, comme je l'avais craint au début. Après tout, c'était normal. Elle avait vécu dans ce cadre près de Madame Baron, et elle avait entretenu la maison avec une totale fidélité à la défunte. Autant elle était peu attachée à ses propres affaires, transportée dans la maison du garde, autant cela lui fendait le cœur de voir monter au grenier ce bonheur du jour que Madame Baron aimait beaucoup. Cette glace surchargée de plâtre doré qui avait toujours orné le mur de la salle à manger, ou bien celui du salon. Est-ce possible que je ne me le rappelle plus exactement? La maison était déjà belle.
Elle est devenue belle et jolie. Les week-ends remplissaient les chambres d'amis. J'aimais recevoir, Jacques aussi. On s'extasiait sur ma mine. Ensuite, on s'extasia sur celle de Catherine. Le fils que nous attendions était en réalité une fille, brune comme Jacques, avec des yeux dorés comme moi. Et 2 ans après, le garçon que je mis au monde avait les yeux bleus de Jacques et mes cheveux roux. Tes yeux de petite bête sauvage, disait Jacques. Il disait aussi, tes cheveux ressemblent à un pelage de jeune fauve, mais je ne sais pas lequel. Quels beaux enfants j'avais. Pierre, mon fils, était le plus affectueux, et Catherine était si drôle. Elle avait une imagination qui transformait tout ce qu'elle voyait. Du matin au soir, ils couraient tous les deux dans le parc de la Berwyn. Leurs petites jambes étaient couvertes de griffures, et souvent je devais enlever, avec ma pince à épiler, les épines de leurs escapades dans les arbres. Dès le printemps, nous prenions notre petit déjeuner dehors. Les oiseaux chantaient, les mésanges faisaient leur nid un peu partout autour de la maison. Les geais des chênes s'étaient habitués à nous. En hiver, ils déambulaient sur les pelouses couvertes de neige, entraînant les morceaux de graisse qu'ils étaient parvenus à arracher des branches où je les fixais. Une vraie ménagerie, disait Morissette. Outre les mésanges et les geais, venaient des pics épêches, tachés de rouge au ventre et au cou, des verdiers batailleurs, des huppes faciées crétées d'orange, et quantité d'écureuils gourmands et mendiants. Ils dévoraient tout ce qu'on leur donnait, et même un jour le reste d'un gros baba au rhum dont le goût ne parut pas les surprendre. À l'époque des châtaignes, ils emportaient vers leur repère des branches chargées de lourdes coques. Jacques prenait plaisir à les regarder et essayait de trouver parmi eux celui dont le pelage ressemblait le plus à mes cheveux. Aucun de tous ces beiges et roux ne lui donnait satisfaction. Jusqu'au jour où, allons, il faut bien que je le raconte, il reconnut la nuance qu'il cherchait. L'hiver se terminait, les feuilles mortes se mélangeaient aux premiers bourgeons. Nous déjeunions dans la salle à manger dont nous avions fait agrandir la baie pour être le plus possible près de nos arbres et de nos bêtes. Un écureuil mangeait une tartine de pain face à nous. Assis confortablement sur son arrière-train, il montrait son ventre blanc. Pour mieux se protéger du vent, il avait rabattu sur sa tête sa queue qui frissonnait comme un léger panache. Il était parfaitement confiant, tout occupé à sa gourmandise. Et la mort vint sans bruit par derrière. Sa rapidité nous priva de réaction immédiate. L'écureuil laissa tomber sa tartine en poussant un cri aigu et tremblant, tandis qu'un ruban rouge barrait soudain son ventre neigeux. Il fut saigné sur place, devant nous. Et Jacques dit alors d'une voix mesurée, « Elle a exactement la couleur de tes cheveux. C'était la fouine, et nous l'avons vue ce jour-là pour la première fois. » Après, bien sûr, nous avons bougé. Jacques a couru chercher sa carabine. Il est revenu. Ce n'était pas trop tard. La fouine était encore là. L'écureuil gisait sur le sol. La fouine était dressée sur ses pattes de derrière, ses babines rougies,
lui dessinait un rictus. Pourtant, elle était jolie, et quand Jacques a ouvert doucement la porte-fenêtre, elle n'a pas bougé. Il pouvait tirer, mais il a dit « Elle a aussi tes yeux ». Il a refermé la baie. Le froid était entré et je frissonnais. J'étais glacée, mais contente, bizarrement, que Jacques n'ait pas tué cette bête qui me ressemblait. Pourtant, j'avais dans la bouche un goût amer, et je ne pus finir mon déjeuner. La fouine était enfin partie. Jacques posa sa carabine et dit avec un enjouement forcé qu'il la tuerait la prochaine fois. As-tu remarqué, me demanda-t-il, qu'elle a un visage rond, comme une petite fille? Je touchai sans répondre mes joues rondes. J'étais à la fois gênée et heureuse. J'avais tellement l'habitude du bonheur. Il m'en fallait plus pour le perdre, beaucoup plus. Cette nuit-là, je fis un rêve. Je me levai, mais je voyais mon corps qui reposait toujours près de celui de Jacques. La respiration soulevait légèrement ma poitrine. Mes cheveux roux étaient répandus sur l'oreiller. Je me contemplais sans plaisir et même avec une espèce d'antipathie. Puis je regardai Jacques et je le trouvais beau, tout en éprouvant pour lui le même sentiment d'antipathie moqueuse. Le double de mon rêve descendit ensuite l'escalier et, silencieux et rapide, se glissa au dehors sans qu'une porte grince. Dehors se trouvait la fouine, et mon double s'approcha d'elle. Dans ce rêve, j'étais follement contente de revoir la fouine, et je la suppliai. Laisse-moi un peu vivre à ta place. Je veux bien, disait la fouine, mais il faut que j'aille dormir près de ton mari. S'il se réveillait, il sentirait que tu n'es plus vraiment là. Et la fouine me donnait un moment de sa vie nocturne. À l'instant même, j'étais une fouine aux aguets. J'avais faim et je cherchais, sans la trouver, une proie. Je finissais par attraper un mulot qui se défendait et me mordait. Je buvais son sang, mais je n'étais pas satisfaite. Je me rappelais le goût du sang de l'écureuil. Je revenais dans la chambre. La fouine qui avait dormi à ma place me rendait mon corps, reprenait le sien, mais me disait « Il s'est réveillé pendant que tu n'étais pas là, et il m'a aimé. » Je pleurais quand je me suis réveillé. Jacques embrassait mes larmes. « Tu as fait un cauchemar, c'est fini. » Je ne lui ai rien raconté parce qu'il a ajouté « Tu t'es mordu la lèvre en dormant. Tu as un peu de sang au coin de la bouche. » Et il a pris un mouchoir pour essuyer tendrement cette petite blessure. Ce ne pouvait être qu'un rêve, mais nuit après nuit, je le refaisais exactement semblable. Seul différaient les dialogues avec la fouine. Elle voulait que nos échanges de vie durent plus longtemps, et je ne le voulais pas. Chaque matin, je me réveillais brisé. Jacques s'inquiétait de ma pâleur, de mon manque d'appétit. Il en vint à me demander si je l'aimais toujours. J'aurais tant voulu pouvoir lui raconter mes rêves, et je l'aurais pu s'ils avaient été vraiment des cauchemars. Mais il y avait ces moments extraordinaires où je chassais en tant que fouine, où je buvais le sang de mes victimes, et
je n'aurais pu lui cacher le plaisir que j'y prenais. Mes enfants se plaignaient de ce que je jouais moins avec eux. L'après-midi, de plus en plus fréquemment, je m'endormais pesamment et je me réveillais dans la soirée lourde et maussade. Sans me demander mon avis, Jacques fit venir un docteur qui me trouva anémié. La nuit même, je rêvais que je sortais presque tout de suite et que je rentrais seulement à l'aube, me substituant à la fouine juste au moment où Jacques s'éveillait. Dès la nuit suivante, j'acceptai que la fouine prît ma place durant 3 jours. Quand j'ouvris les yeux, j'étais couché sur la terre nue, dans une sorte de tunnel, le terrier de la fouine. Avant toute autre chose, je léchais une blessure que je m'étais faite à la patte. Je ne savais plus comment. C'était un matin bien réel, mais j'avais un pelage roux, des yeux dorés, et l'écureuil que j'avais saigné durant la nuit gisait à l'entrée de mon terrier. Je me dirigeais prudemment vers la maison. Mon mari était assis, en robe de chambre, dans la salle à manger. En face de lui, la fouine, vêtue de mon peignoir rose, buvait sans enthousiasme apparent du café au lait, dans la tasse bleue, celle qui m'était réservée. Ce spectacle me donna envie de rire, mais Jacques leva les yeux et son regard rencontra le mien. Il me sembla qu'il devenait un peu pâle. La fouine me regarda aussi, et elle dit quelque chose que je n'entendis pas. Jacques se leva. Quand il revint, il avait sa carabine. Il la tenait mollement, mais je jugeais préférable de m'enfuir. Avant de me sauver, je vis que la fouine riait beaucoup et que Jacques la regardait, étonné. Pendant 3 jours et 3 nuits, je menais l'existence de fouine qui me plaisait tant. Par instants, Jacques et les enfants me manquaient et je me rapprochais de la maison pour les voir. Je n'étais pas vraiment jalouse de la fouine, mais j'étais vaguement irritée à l'idée que Jacques la prenait dans ses bras en pensant m'étreindre. La nuit du 3e jour, je vins à la porte d'entrée. La fouine m'avait prévenu qu'elle la laisserait ouverte. Je devais lui rendre l'apparence qu'elle m'avait prêtée et reprendre ma vie de femme et de mère. Nous avions convenu qu'elle s'éloignerait ensuite pour toujours. Je ne voulais plus rêver. La porte était fermée. Je fis le tour de la maison sans trouver la moindre ouverture. Je m'affolai, je pleurais en poussant des petits cris, et j'attirai ainsi l'attention d'un oiseau de nuit qui s'abattit sur moi. Je le tuai, mais il m'avait blessé avec ses serres, et je passai le reste de la nuit à lécher mes plaies. Au petit matin, j'étais devant la salle à manger, presque contre la baie. Je m'éloignai seulement quand Pauline ouvrit les volets.
Jacques parut enfin, puis la fouine. Elle me vit, mais ne dit rien, et regarda ostensiblement ailleurs. Jacques n'avait pas remarqué ma présence. Un élan irraisonné me jeta contre la vitre. Ils se tournèrent tous deux vers moi. Les yeux de la fouine scintillaient de gaieté. Ceux de Jacques étaient froids. J'avais collé mon museau contre le carreau et j'entendais ce qu'il disait. Elle devient agressive, on dirait. La voix de mon mari me désespéra. Elle était calme, presque indifférente. Celle de la fouine résonna allègrement. Tu finiras bien par la tuer. Je criai, comme je l'avais fait devant la porte fermée de la maison. Elle a l'air de souffrir, dit pensivement mon mari. Elle a faim, répondit la fouine. Il faudra te décider à lui loger quelques plombs dans la tête. Morissette me l'a dit, ces bêtes-là sont plus dangereuses qu'on ne le croit. Je courus à mon terrier, j'y passai la journée, gémissante et prostrée. Je savais que la fouine ne m'ouvrirait plus jamais. Elle avait décidé que je mourrais. Durant une semaine, le jardinier chercha ma piste. Je ne dormais plus jamais au même endroit. La fouine fit acheter un chien, un râtier, à qui j'échappais par miracle. La fouine recevait nos amis, qui la complimentaient sur la cuisine, sur ma maison, sur mes enfants. Mes enfants. S'ils avaient pu me prendre en pitié, croire qu'ils m'apprivoiseraient en cachette, me donner une caresse de temps en temps. Mais un jour, la fouine me montra à eux. Le râtier dormait et je m'étais approché le plus près que je l'avais osé. Regardez bien cette petite bête, dit-elle en me désignant. Faites attention, elle est très méchante. Elle tue les gentils écureuils et s'attaque même parfois aux enfants. Je ne me sauvai pas quand mon fils ramassa une pierre pour me la jeter. Hélas, elle ne m'atteignit pas. J'aurais préféré mourir que de continuer à vivre pour voir ce qui arriva peu après. J'avais trouvé un moyen pour grimper le long de la vigne vierge jusqu'à la chambre de mes petits. Ainsi, je les voyais dormir avant qu'on ne vienne me fermer leurs persiennes. Je m'enhardissais au point de me dissimuler le matin quand s'ouvraient leurs fenêtres et je les regardais s'habiller en bavardant. Ils avaient l'air bien portants et gais. C'étaient des enfants tellement beaux. C'étaient mes enfants. Et vint l'horrible matin. Ils étaient couchés, immobiles. Jacques, je ne l'avais jamais vu pleurer. La fouine pleurait aussi. Elle sanglotait avec mes yeux. Morissette s'était évanouie. Ensuite, il y eut ce docteur, celui qui m'avait jadis examiné et qui répétait « Je n'y comprends rien. Je n'ai jamais vu cela. Vous me dites que c'est une fouine. Je n'ai jamais vu une fouine attaquer quelqu'un. »
La fenêtre était ouverte, mais ce ne peut être une fouine. Il y a eu une enquête. On a enterré mes enfants. Tout le monde embrassait la criminelle et lui murmurait des consolations. Je n'avais plus qu'un seul but, me venger. Je cherchais un plan sans faille. Je ne le trouvais pas. Je voulais tuer la fouine avant qu'elle ne fasse plus de mal encore. Mais elle se méfiait, comme toutes les fouines. Elle était sans cesse aux aguets. Malgré l'été brûlant, toutes les fenêtres restaient closes. Je ne m'approchais plus de la salle à manger. J'aurais supporté de mourir de la main de Jacques, mais je n'aurais pu endurer son regard de haine avant. Sans que j'aie pu la tuer, comme elle avait tué mes enfants, la fouine est partie, mais pas seule. Jacques a fermé la Berrouine. Il a emmené à Paris celle qu'il prend toujours pour sa femme. Et Morissette est morte. La maison a été mise en vente. Aucun acquéreur ne s'est présenté. On raconte partout qu'elle est maudite. Je pense que la durée de ma vie est celle de ma vie humaine, et j'espère encore que la fouine mourra quand sera terminée sa vie de fouine. Moi, maintenant, je peux rentrer dans la maison. J'ai creusé longtemps pour y parvenir. Je dors sur le lit où Jacques et moi passions des nuits heureuses avant que je me mette à rêver. Je m'appelle toujours Annie, mais qui pourrait s'en douter ?